Alors, monsieur, euh, si vous vouliez d'abord vous introduire et nous Oui, parler de la vision qui vous a conduit en fait, créer cet hôtel, j'imagine sur le thème de la Révolution française et le XVIIIe siècle. Euh, donc, si vous vouliez, je vous passe la parole. très bien. Je vais essayer de vous dire ce que je peux vous dire sur le XVIIIe siècle français. Vous faire un cours d'histoire. Je crois que vous avez un professeur qui est sûrement plus cultivé, plus informé, puisqu'il m'a dit des choses de Beaumarchais qui sont des choses qui sont vraiment qui sortent de la littérature pour lesquelles Beaumarchais est connu. Donc vous souhaitiez déjà, monsieur, vous étiez intrigué par cet objet. C'était un peu cet objet. Voilà, c'est ce qu'on appelle un biscuit. Un biscuit, c'est pas quelque chose qu'on mange, c'est une matière qui est cuite deux fois. C'est pour imiter la porcelaine de Chine. Là, vous vous trouvez devant un sujet qu'on ne comprend pas du tout, que votre professeur n'a pas pu voir tout de suite. Et le titre c'est le coucher de la mariée. C'est une sculpture, hein, c'est un biscuit, c'est un moulage qui a été fait d'après un tableau qui a été très célèbre, qui, je crois, aujourd'hui est à la Wallace Collection de Londres. Le nom du peintre, est-ce que c'est Beaumont? J'avoue ne plus tout à fait m'en rappeler. Le coucher de la mariée, ce qui est intéressant surtout, c'est de voir ici, dans cet objet, ce que pouvait être l'apparat d'une grande maison. Alors, il y a aussi le raffinement, la sophistication de cette époque qui est une époque tout à fait élégante, pleine de bienséance. Et là, le coucher de la mariée, qu'est-ce que ça veut dire? Elle est soutenue, c'est son premier coucher. Hein. Le marié va venir, hein, et elle est aidée par trois de ses servantes. On voit bien qu'on est dans un milieu très de grande noblesse, et finalement, elle est presque sur le point de s'évanouir. Voilà le XVIIIe siècle français, et votre professeur a raison de commencer par cet objet qui est tout à fait dans l'esprit de cette époque, qui est une époque qui finira par être décadente tellement elle est gérée en omniprésence par la noblesse, où on finit par être complètement hors du réel, dans le raffinement. Là, ici, donc, cet hôtel, pour vous répondre de façon, comment dire, vous expliquer le pourquoi de cette maison, j'ai ouvert cet hôtel il y a donc 30 ans maintenant. Il s'agissait de créer un lieu pour le tourisme, puisque ce n'est pas ici, vous êtes dans le quartier du Marais, en plein cœur historique de Paris. Il s'agissait, comment dire, dans un quartier comme le nôtre, il n'y a pas de clientèle d'affaires. Il y a très peu d'entreprises ou des toutes petites entreprises. Donc d'emblée, la clientèle qui allait dans cet hôtel ne pouvait être une clientèle que de tourisme. C'est une toute petite maison. C'est un hôtel, à l'origine, c'est une maison d'habitation. Nous l'avons entièrement restructurée. Et dans un lieu si petit, on pouvait mettre en place ce qui était en fait, je l'ai compris après, un nouveau concept d'hôtel. Mon métier n'était pas l'hôtellerie, donc j'avais la chance d'avoir des idées neuves, si vous voulez. Donc déjà dans ce salon, la banque de réception, ce qu'on appelle ce bureau où le personnel est debout face aux clients, était décalé, si je peux dire, parce que pour moi, la banque de réception, d'abord, elle est essentielle dans les palaces où il y a une distance. Dans un lieu qui devait accueillir les clients comme dans une maison, on ne pouvait plus avoir cette frontière et on créait un nouveau concept d'hôtel qui n'existait pas à l'époque. Un hôtel qui n'a que 19 chambres. Alors on revient peut-être au début du concept de l'hôtel, un lieu destiné au tourisme, très peu de chambres, on allait rentrer comme dans une maison. Donc tout le mobilier ici est un mobilier de salon qui n'est pas un mobilier d'hôtellerie, avec beaucoup d'antiquités dont on va parler. Et maintenant, Beaumarchais. Il fallait donc trouver
à ce concept d'hôtel-maison une idée plus complète, et l'écrivain Beaumarchais, qui à la fin de sa vie a habité boulevard Beaumarchais, a habité 10 ans dans un hôtel particulier qui existe toujours, dans le haut de la rivière du Temple, à 5 minutes à pied, qui s'appelle l'hôtel Amelot de Pisseuil, qui est un hôtel du XVIIe siècle. Il a donc habité 10 ans, et c'est là qu'il a écrit Le mariage de Figaro. Beaumarchais s'est appelé Beaumarchais simplement après la Révolution. C'est un fils d'horloger, et au nom de Beaumarchais, qui était le nom de son, comment dire, son nom, pardonnez-moi, son nom à l'origine n'est pas un nom de noblesse, il s'appelle Caron, il est donc fils d'horloger, et c'est un homme qui va avoir qui est un homme multiface, prodigieux par les qualités qu'il était à même de développer. Fils d'horloger, il invente même un mécanisme d'horlogerie qu'il disputera à un autre horloger très célèbre qui s'appelle Lepôtre. C'est une maison qui a créé des horloges jusque dans les années 50. C'est une maison qui a produit jusqu'aux années 50. Et j'ai même connu un descendant des Lepôtres qui avait dans leur salon un tableau où on représentait le Caron, l'horloger Caron, montrant une montre pour prouver que c'était lui qui avait inventé ce mécanisme. Voilà, donc je suis donc très long là pour vous expliquer déjà ce personnage qui n'est pas uniquement un écrivain. C'est effectivement lui qui avait inventé ce mécanisme d'horlogerie. Il a été également professeur de l'art des filles de Louis XV, et à l'hôtel Amelot de Pisseuil, il a créé une compagnie de commerce qui a sauvé sa tête à la Révolution, puisqu'elle a permis de transporter des canons pour aider la guerre d'indépendance américaine. En fait, son projet initial, créant une compagnie de commerce qui était déjà quelque chose, non pas de novateur, mais il fallait pouvoir le faire quand on n'avait pas les compétences, et il souhaitait en fait s'enrichir. C'est un homme qui a vécu dans le luxe, qui à la fin du XVIIIe siècle, avant la fin de la royauté, a aidé à participer à la création d'une place royale qui est devenue la place de la Bastille. C'est là où effectivement on a, vous le savez, c'est un lieu où la Révolution a décapité un grand nombre de nobles ou de personnes qui pouvaient gêner la Révolution française. À cette époque-là, on est fin du XVIIIe siècle, on crée la place de la Bastille qui était destinée à une place au nom de Louis XVI, la place Louis XVI, comme à Paris, il y a la place Louis XV. À chaque fois que nous créions, que l'ancien régime crée une place royale, ça a été valable sous Louis XIV également, la place des Victoires était la place Louis XIV, avec au centre une statue qui était une statue toujours équestre du roi. Pour financer ces places, on créait des sociétés d'investissement. Ce sont des investisseurs qui financièrement donnaient la possibilité de créer ces places royales, et en échange, en tirer tous les bénéfices, puisque des immeubles de location, des immeubles souvent magnifiques étaient créés. Beaumarchais je suis un petit peu long pour vous expliquer ce qui est devenu, la vie de Beaumarchais. Il aide à la construction de la place de la Bastille sous l'Ancien Régime. Il se taille, une expression française, la part du lion, c'est-à-dire que il achète une grosse parcelle, il fait construire une maison absolument magnifique. À l'époque, et c'est l'époque de Marie-Antoinette et du Petit Trianon, cela s'appelle des folies. Ce sont des bâtiments exceptionnels au niveau de l'architecture, avec des jardins exceptionnels. Tout ça pour vous dire, et je suis à nouveau un peu long,
le goût du luxe qui était un des éléments les plus importants, comment dire, du tempérament de Beaumarchais. Donc on va revenir ici, donc Beaumarchais avec Curuvier du Temple, il s'appelle à l'époque Caron, il achète très vite le titre de noblesse de Beaumarchais et son nom complet, c'est Pierre-Augustin son prénom, Caron de Beaumarchais. L'hésitation pour nous, ça a été d'avoir une enseigne avec un très long nom, hein, une enseigne commerciale doit avoir un long cours. J'ai beaucoup hésité à l'époque, et donc avec mon père, avec lequel j'ai évidemment créé cet hôtel, et nous avons décidé de donner le nom à l'hôtel de Hôtel Caron de Beaumarchais. Et pourquoi le XVIIIe siècle? Et là, on vient peut-être à l'élément le plus important. Ici, il ne s'agit pas de faire de l'histoire de l'art. Vous allez y retrouver votre professeur qui vous montrera les antiquités ici qui sont présentes, aussi bien dans le salon que dans les chambres. C'était et c'est de pouvoir, comme je vous l'ai dit au départ, accueillir des clients comme dans une maison, mais déjà les introduire à la culture française et aussi répondre à cette définition, pour moi, essentielle d'un séjour de vacances. C'est justement le mot vacances, où on oublie son quotidien, on est dépaysé. Quand on voyage, on a besoin d'oublier ce que l'on fait tous les jours. Et le XVIIIe siècle a permis une évocation, comme je vous dis, de la culture française, et aussi un lieu de fantaisie, la beauté des choses, une attention aux détails, le raffinement, qui est véritablement comment dire, la caractéristique de ce siècle exceptionnel. On a eu un premier décor avec une tapisserie qui était d'époque Louis XVI, et quand j'ai refait le décor de l'hôtel, je suis remonté à l'époque Louis XV, qui est l'époque la plus intéressante de la vie de Beaumarchais, qui est un moment d'exception. Sous Louis XV, les maîtresses, et notamment du roi Louis XV, notamment Madame de Pompadour, apportent une nouveauté. Il faut bien comprendre que le règne de Louis XIV a été un règne où la magnificence royale imposait des décors somptueux, mais au final difficiles à vivre. On créait sous Louis XV à Versailles d'ailleurs des appartements privés pour que Louis XV quitte cet endroit qui était déjà démodé, mais surtout invivable par sa beauté excessive, mais une beauté qui était imposante, qui était liée à ce qu'on appelait l'étiquette. L'étiquette, sous l'Ancien Régime, votre professeur vous l'expliquera, est tout je ne trouve pas d'autre mot que le rituel pour mettre en avant la personnalité du roi. Ce sont des décors qui étaient finalement politiques. C'était l'aristocratie dans sa pesanteur qui était, après la Régence, qui suit la mort de Louis XIV, un moment, excusez-moi, l'époque dans laquelle commence le règne de Louis XV est une époque pour laquelle la liberté, la joie de vivre vont tout d'un coup s'imposer avec un raffinement, une extravagance totale. Et Madame de Pompadour va apporter ce raffinement qui va faire de l'époque Louis XV les caractéristiques, je ne trouve pas le terme, de ce que l'on a appelé l'esprit français. Et donc on revient à l'origine de cet hôtel, c'était d'introduire effectivement les clients dans un dépaysement, mais déjà les mettre en rapport avec justement cet esprit français. C'est pour ça que dans le second décor, cette tapisserie a apporté
à l'hôtel une fraîcheur qui est vraiment celle de ce siècle où on a voulu de la légèreté. Avec ici les 3 couleurs de Madame de Pompadour, qui sont ce bleu tendre, ces roses, et ce vert un peu, comment dire, qui est un vert même un peu fantaisiste, qui est un vert d'ailleurs de début de printemps. Et c'est ce contraste sur des fonds clairs comment dire, a apporté, je me répète, ici cette légèreté, ce raffinement, mais un raffinement joyeux, un décor, encore une fois, aussi très féminin. Hein. L'époque Louis XV est un moment où les femmes dirigeraient presque le pouvoir. En tout cas, l'art prend une importance qu'elle n'avait pas avant. On pourrait se rapprocher aussi de ce portrait qui est fin d'époque Louis XV. On retrouve, comme vous le voyez, les deux des couleurs, ce rose et ce bleu, avec aussi la délicatesse de ce nœud, de ce collier de cou. On est là dans un érotisme aussi qui est très délicat. On ne peut pas imaginer quelque chose de plus féminin, et on a vraiment là l'image de cette époque. Très bien. Sur le siège, c'est une soierie. C'est quelque chose qui évoque le grand raffinement du XVIIIe siècle et cet attrait pour la Chine à l'époque qui apporte aussi cette nouveauté. Hein. On est aussi dans une époque de commerce très importante et les soieries se développent à un niveau exceptionnel puisque elles sont destinées à la noblesse, mais il y a aussi une bourgeoisie qui se met au diapason du raffinement de l'époque. Paris revient le premier lieu de la mode et du goût dans toute l'Europe. Que vous dire d'autre ici? Donc on a, pour cet hôtel, on a rassemblé des antiquités. Ce piano est un piano forte, c'est l'ancêtre du piano. Hein. Mozart d'ailleurs n'a joué que sur du piano forte, le piano à queue du piano qui avait une autre ampleur, mais j'imagine que si Mozart avait connu les pianos d'aujourd'hui, sa musique aurait été peut-être encore plus extraordinaire. Voilà. Là, ce tableau est intéressant parce que on retrouve les galanteries. Hein. Le siècle de la femme, c'est un siècle de la galanterie. C'est tout à fait le XVIIIe siècle. On est dans la délicatesse. Ce tableau, c'est en fait des couleurs tapisserie. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que reste à la mode encore le principe de la tapisserie qui était dans toutes les maisons du XVIIe siècle. Et on est à cette époque, on crée des décors très rapides qui reproduisent la tapisserie avec les nouveaux sujets de la peinture. Et ce sont des toiles. Si vous vous approchez, c'est très intéressant. Ici, ces découpes ici ne sont pas des restaurations. Ce sont des décors qui sont peints très vite. Les toiles sont assemblées et collées sur d'autres toiles. Et on a effectivement, on utilise les tissus. L'important, c'est de faire un décor. Donc ça s'appelle une toile peinte et non pas un tableau. Donc l'autre élément très important ici. Bonjour mesdames, on s'occupe de vous dans une minute. C'est la harpe qui rappelle que Beaumarchais a été aussi le professeur de harpe des filles de Louis XV. Ouais, un horloger, un homme passionné par la beauté, un homme qui aimait beaucoup les femmes, qui invente même un mécanisme pour les harpes, ce qui est tout à fait surprenant. Professeur des harpes de filles de Louis XV, j'imagine aussi pour arriver à ce niveau
de relation avec la noblesse. Il fallait un homme exceptionnel, et je pense aussi quelqu'un qui avait beaucoup d'humour et qui pouvait sans doute beaucoup les distraire. Voilà, donc là, l'autre élément intéressant ici, c'est que j'ai pu retrouver des partitions. Ça, c'est pas une partition pour harpe, c'est une partition pour hautbois. On le voit ici. C'est une partition de Grétry. Grétry a été très apprécié par Marie-Antoinette. Et on est dans si vous regardez le titre, ce morceau de musique a été très célèbre au XVIIIe siècle. Zémire et Azor. À l'époque, on s'intéresse à la Turquie, à ce qui, on y trouve donc là un lieu de fantaisie, et c'est une turquerie. Ce petit opéra est une turquerie, et dans cette partition, on y trouve des choses très intéressantes. J'ai pas les lunettes. Là, vous arrivez à lire ici. Du moment qu'on aime. Du moment qu'on aime, voilà. Donc, dans ce décor, les antiquités apportent aussi une fantaisie, une légèreté. On ne crée pas encore une fois l'histoire de l'art, même si je vous ai parlé un peu de l'histoire de l'art. C'est le temps arrêté, c'est cette table à jeu qui fascine les gens quand ils la regardent de l'extérieur. Des cartes abandonnées. On est dans une espèce j'ai voulu suggérer une espèce de magie. Tout d'un coup, un client arrive des États-Unis, il n'a pas véritablement la connaissance de l'art français. Il vient à Paris, bien évidemment, parce que c'est un lieu quand même raffiné, c'est un lieu de culture. Et tout d'un coup, il arrive et il est dépaysé, il est hors du temps, comme si le temps s'arrête, c'est le terme de vacances. Et c'est ce qui a effectivement fait le succès de l'hôtel. Voilà. Donc dans les chambres, on retrouve des meubles anciens. Tous les tableaux qu'il peut y avoir sont des petits tableaux du XVIIIe siècle. Il faudrait que vous puissiez filmer aussi pour vos élèves les éléments qui sont des gravures dans les chambres. On y trouve des pages du mariage de Figaro, et par un hasard incroyable, j'ai trouvé une première édition, ce qui apportait aussi un peu de plaisir dans la des décors. Voilà, avec des gravures qui sont des gravures de livres, des pages et d'écritures qui sont à la fois ou des lettres ou des actes de notaire. Ce sont des pièces qui coûtaient très peu d'argent et qui m'ont permis de faire ce qu'on appelle des pêle-mêles, qui était aussi un mode d'œuvres d'art simples qui existait au XVIIIe siècle. Elles sont posées sur des papiers reliures qu'on réédite encore aujourd'hui, qui sont des papiers qu'on peut trouver en couverture intérieure des livres. Voilà, votre professeur, je pense, vous apportera des photos et vous montrera. Voilà, je vous fais un exercice qui n'était pas prévu. Hein, je suis pas quelqu'un qui. Vous avez un grand talent de raconteur. Je connais cette maison et voilà. Donc là, on a dans ce pastel ce qui a été vendu en vente publique comme un portrait de Beaumarchais. J'en suis pas parfaitement sûr, mais c'est tout à fait probable. Et là, on a, si c'est bien lui, un Beaumarchais qui a une trentaine d'années. Il est au début de sa notoriété. La sculpture ici était quelque chose de très intéressant. Elle date du début du 19e siècle. C'est la copie d'une sculpture de Canova dont on a perdu l'original. Il existe une version qui est attribuée à Canova. En fait, l'original a disparu et est vraisemblablement quelque part en Russie. Il appartenait aux Borghese. Il y avait deux sculptures qui se faisaient face. Celle-ci s'appelle, je me rappelle le nom, c'est lié au toucher. En fait, la restauration est fausse. La main aurait dû toucher le menton. On est sur la découverte de l'art grec et du Parthénon. Ce sont ces drapés mouillés de l'époque hellénistique, et à l'époque de Canova, on va se passionner pour les fouilles archéologiques, le retour à l'antique,
et effectivement, et aussi, pardon, associer cette passion au décor et aux sculptures. Voilà. Donc ça, c'est une sculpture qui a été trouvée dans le jardin d'une maison début 19e à Fontainebleau. Fontainebleau a été une époque où le château de Fontainebleau a été habité par Napoléon. Il y a derrière 2 monogrammes, j'ai jamais pu trouver qui était le sculpteur. Cette sculpture était dans un état, était très cassée, mais la majeure partie d'origine, la tête n'a pas bougé, c'est la main qui ne se retrouve pas sur le menton. On crée là une époque avec cette torsion qui était typique de l'époque hellénistique, et d'un autre moment de raffinement presque excessif de l'artère. Donc elle a trouvé sa place. C'était très risqué d'acheter quelque chose qui est grand dans un espace qui est aussi petit, et j'avoue que c'est assez sympathique. Voilà. La cheminée est un élément qui n'existait pas dans l'hôtel, qu'on a fait construire. C'est pour ça qu'elle est en avancée véritablement dans le salon, et on l'a fait fonctionner tous les hivers. Ce qui apporte aussi une note. Avec mon père, on voulait absolument cette cheminée qui apporte effectivement une note supplémentaire de vie et d'élégance. On est dans une maison, et c'est aussi une forme de dépaysement que de rentrer dans un hôtel où il y a une feu de cheminée. Et ici, dans cette vitrine, vous retrouvez quelques objets. On retrouve ici à nouveau un biscuit. C'est exactement la matière de la première sculpture que vous avez vue. Et là, on a 2 amours qui se chahutent, qui jouent ensemble. Voilà, ce sont des objets. Il est du 19e siècle, mais exactement copié avec les moules qui existaient encore chez le porcelain. Alors, on peut y rajouter d'autres choses. Je vais vous montrer ces aquarelles. Ce sont des aquarelles qui sont 20e. Ce sont des aquarelles qui ont été faites par un client russe, passionné par le XVIIIe siècle, qui est venu plusieurs fois dans la maison, que j'ai rencontré par Instagram, parce que sa passion, c'est ce style, et ça m'a beaucoup amusé. Elle a donc créé pour l'hôtel cette très jolie aquarelle, avec, on retrouve ici le dessin, la tapisserie, et ce sujet de galanterie. Elle a fait plusieurs autres choses. Elle a fait cette chose absolument magnifique qu'elle ne voulait pas vendre. Le lendemain de l'incendie de Notre-Dame, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ah, vraiment, oui. Adorable. Excellent. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, il y a ça aussi. Oui, ça aussi, sûr. On me l'a fait enlever d'Instagram. Voilà, voilà. La pudeur aujourd'hui sur les réseaux est totalement stupide. Voilà, on y a vu quelque chose évidemment, c'est érotique, mais ça n'a rien de pornographique, et ça rappelle effectivement l'érotisme du XVIIIe siècle. On va regarder l'ascenseur aussi, c'est un élément qui est amusant dans l'hôtel. On a fait, on va l'appeler, il va arriver, dans l'intervalle, une sculpture qui est une fontaine, mais malheureusement on n'a pas pu la faire fonctionner, et on a un élément de décor petit, mais le XVIIIe siècle aussi attirait beaucoup l'attention sur les lieux petits, contrairement à l'époque Louis XIV où les pièces étaient grandes. Donc on se retrouve ici dans un lieu où on retrouve la tapisserie. Il y manque un élément d'ailleurs là, c'est dommage. Et il y a ici, si vous pouvez arriver à rentrer et regarder la gravure, on ne comprend pas tout de suite ce que c'est. Elle est 18e. Hein. C'est une gravure érotique, puisque cette jeune femme, dont on voit la poitrine, tient elle-même des prunes, et c'est bien ce que l'on voit ici. Ici, le titre. Les cerises. Les cerises. J'en ai une autre avec les prunes. Donc, l'allusion est claire. Voilà, les gens s'en rencontrent ou s'en rencontrent pas. C'est quelque chose qui m'a moi-même beaucoup amusé.